Blandine Poirier est professeure agrégée de lettres modernes et elle a consacré sa thèse de doctorat, qu'elle soulignera très prochainement, à la pensée politique de Germaine de Staël. Elle est secrétaire générale de la Société des études staliennes et elle a co-dirigé avec Aline Audroge le volume des œuvres complètes de Staël consacrées au théâtre, dont la parution est parue pour cet automne. Alors, Blandine va nous parler, je vais simplement rappeler le titre de sa communication. Ah, je le sens bien, je ne suis plus de ce monde. Deux points, l'éloquence neckerienne à l'épreuve de la Révolution française. Voilà, Blandine, je te laisse la parole. Merci Stéphane, merci également aux organisateurs du colloque et donc toutes mes excuses pour cette question d'identification un peu curieuse, mais bon, on va faire avec. Je vais te renommer tout de suite si tu me l'autorises. Oui, je veux bien parce que ça me fait un petit peu bizarre, je dois l'avouer, d'avoir un autre nom. Alors effectivement, je vais donc parler de Necker aujourd'hui. L'éloquence de la Révolution française a le plus souvent, dans l'imaginaire collectif, le visage de Mirabeau, de Danton, de Robespierre ou de Saint-Just, tant les emportements du premier que le laconisme du dernier, théorisés comme tels, ont gravé dans notre mémoire politique sentences et mots d'ordre. L'éloquence révolutionnaire n'a jamais le visage de Jacques Necker. Ministre du roi et non député, voilà sans doute une raison pour expliquer son absence dans l'ouvrage qu'Alphonse Sollard a consacré aux orateurs de l'Assemblée constituante. Mais les discours et mémoires de Necker, lus ou adressés à la première Assemblée, existent bien pourtant. Ils se trouvent dans ses œuvres complètes, publiées par les soins de son petit-fils Auguste de Staël en 1820-1821. Cet oubli d'un Necker orateur de la Révolution tient-il à la retraite précoce du ministre qui se retire définitivement en septembre 1790 ? Sans doute. Mais Necker continue d'écrire. Car au-delà de la seule image volontiers retenue par l'histoire, celle d'un banquier genevois incapable de comprendre le tourbillon naissant de la Révolution et d'agir en conséquence, Jacques Necker est aussi un écrivain. Il l'a été avant la Révolution et il le sera encore après. Son éloge de Colbert est couronné par l'Académie en 1763 et il s'engage en 1775 dans le débat sur la question des grains, avant de faire paraître en 1784 son ouvrage De l'administration des finances, qui est l'un des grands succès de librairie de cette année. Une fois le ministère des Finances et Paris quittés, il rentre dans ses terres suisses, à Coppet, et fait paraître en 1791 un plaidoyer pro domo de l'administration de M. Necker par lui-même, suivi de peu, en 1792, d'un ouvrage sur le pouvoir exécutif dans les grands États. Il publiera ensuite en 1796 De la Révolution française, puis Les dernières vues de finance et de politique en 1802. S'ajoutent également à cette liste 2 ouvrages à sujet religieux. Ainsi qu'Henri Grange l'avait affirmé dans sa monumentale étude sur les études politiques, sur les idées politiques de Necker, je le cite, « Chaque ouvrage correspond à un but précis, non pas sur le plan de la démonstration in abstracto d'une vérité, mais celui de l'action concrète. Du premier, plaidoyer en faveur de la Compagnie des Indes, au dernier, protestation contre la dictature du consulat, tous sont nés du désir d'obtenir un résultat immédiat, et même ceux qui portent des titres qui les classeraient parmi les textes de théorie pure, comme du pouvoir exécutif dans les grands États ou de l'importance des opinions religieuses, s'expliquent par la volonté de changer quelque chose, d'amener le lecteur à prendre une décision. Necker n'écrit jamais avec le souci désintéressé de nous faire connaître des conceptions qui lui sont personnelles, mais pressé par l'envie d'intervenir dans une situation donnée pour obtenir du pouvoir ou de ses contemporains une conduite conforme à ses désirs. » Fin de citation. Il y a là, dans l'analyse d'Henri Grange, ce qui caractérise justement l'éloquence politique, à savoir la volonté d'agir sur autrui ou de faire agir autrui en le convainquant du bien fondé de tel ou tel choix ou solution politique. Et pourtant, si l'on suit toujours Henri Grange, qui, tout en reconnaissant à Necker écrivain plusieurs styles,
précise que, c'est une nouvelle citation d'Henri Grange, pour son malheur et pour le nôtre, Necker se crut destiné à la grande littérature. Influencé par son entourage, il prit pour idéal la rhétorique de son temps, celle qui s'étale dans les discours et éloges. Il est assez dommage, me semble-t-il, de n'avoir pas considéré davantage le style de Necker, notamment en le reliant à la question du tournant politique et linguistique de la Révolution. Interroger l'éloquence révolutionnaire au miroir de l'œuvre neckerienne, c'est justement disposer d'une langue qui évolue d'un lieu à un autre et d'un style à un autre. Comment, en effet, la réalité pratique du discours influence-t-elle la langue choisie ? Comment parler à la tribune concrète de l'Assemblée, mais aussi depuis cette autre tribune imaginaire qui est celle que Necker forge dans ses écrits ? Au nom de qui parler et avec quelle langue ? Il s'agira donc d'essayer de montrer que Necker, sensible aux évolutions linguistiques de son temps, tente de créer une éloquence politique différente de celle de l'Assemblée et qui, pourtant, doit pouvoir, elle aussi, résonner et prendre sa place dans l'espace public. Il existe quelques témoignages du Necker orateur. Dans ses considérations sur la Révolution française, sa fille Germaine de Staël décrit par exemple un moment de liesse populaire suite et pendant un discours de Necker à l'Hôtel de Ville de Paris le 30 juillet 1789. Évidemment, le témoignage de Germaine de Staël est à la fois chronique du temps, mais aussi démonstration de son amour filial. Donc peut-être utiliser un autre témoignage, peut-être plus objectif, celui du gouverneur Maurice, puisque le gouverneur Maurice, dans son journal, relate la séance d'ouverture des États généraux et il note justement les caractéristiques de la performance oratoire de Jacques Necker. Ensuite, M. Necker se lève. Il essaie de jouer à l'orateur, mais il s'en tire très mal. L'auditoire le salue d'applaudissements répétés et enthousiastes. Mis en verve par ses marques d'approbation, il tombe dans les gestes et dans l'emphase, mais son mauvais accent et la gaucherie de ses manières détruisent beaucoup de l'effet que devait produire un discours écrit et prononcé par lui. Il demande bientôt au roi la permission d'avoir recours à son secrétaire. Cette autorisation est accordée et le secrétaire continue la lecture. Donc on voit bien ici dans le témoignage du gouverneur Maurice l'espèce de disjonction qui s'opère entre le discours écrit, qui normalement aurait dû être effectivement bon, et la question de la mise en voix de ce discours par Necker. Mais si Necker se révèle piètre acteur de l'exercice oratoire, ses écrits ne sont pas dépourvus d'une certaine éloquence, qui prend plusieurs visages selon les époques et ses lieux d'exercice. Il faut toujours se demander d'où parle Necker et à qui, et selon quelle tonalité. Stéphane Pujol, Patrick Brazard et Peter France notamment ont mis en lumière dans leurs analyses l'existence sous l'Ancien Régime d'une éloquence politique biaisée. En temps d'absolutisme, en effet, comment espérer pouvoir prendre position sur les affaires du royaume ? Tous trois notent le caractère oblique de cette éloquence politique qui ne peut se déployer que dans le discours philosophique ou dans les œuvres littéraires, sous les traits de la harangue notamment. Se pose alors la question de la présence de la figure octoriale qu'emprunte l'orateur. Si l'on considère que l'éloge de Colbert et sur la législation et le commerce des grains relève de ce type de discours, en prenant place dans un espace public et sur des questions de pratique politique, l'absence relative de la figure octoriale est néanmoins à relever. Tout cela, malgré tout, relève sans doute plutôt d'une stratégie consciente de celui qui n'est encore que banquier. Dans l'éloge de Colbert, 2 stratagèmes sont employés par Necker pour induire sa présence, mais de manière détournée. Le seul moment où le jeu s'expose directement et de manière continue, sur plusieurs lignes, permet l'expression d'une sensibilité commune entre l'auteur et l'ancien ministre des Finances. Necker affirme qu'il possède la même sensibilité que Colbert, et sans doute veut-il ici également créer une sorte de sensible commun avec le lecteur. Quelques pages auparavant, Necker avait détaillé les qualités d'un bon administrateur des finances.
Il s'agit évidemment, ainsi que l'a montré Léonard Burnand, pour Necker de faire acte de candidature. Mais on pourrait presque dire que l'éloquence reste maîtrisée. Les deux adresses qui se trouvent dans le texte, au monarque d'abord, aux Français ensuite, se font sur un ton bienveillant pour appeler chacun à mettre ses qualités au service de la politique. Les choses sont quelque peu différentes dans l'ouvrage sur la législation et le commerce des grains, qui paraît anonymement en 1775. Selon Henri Grange, je le cite, « Le ton qui a surpris les contemporains est souvent déclamatoire et parfois très violent. » Pour Grange, ce ton est un hapax dans la production neckerienne et peut s'expliquer par l'influence du texte de Linguet, du pain et du blé, paru en 1774 et qui employait un ton polémique. En quelque sorte, Necker se calquerait pour répondre en fait à un auteur précédent. Donc, quels sont les moments où la parole de Necker se fait vive et au nom de quoi cette éloquence virulente se manifeste-t-elle? L'introduction de l'ouvrage est très claire. Après avoir dénoncé les livres de morale et de philosophie réservés aux classes oisives qui cherchent à calmer leurs passions nées du luxe, l'introduction met en lumière le sort de ceux qui subissent l'indigence. L'auteur, Necker, se fait donc ensuite guide pour le législateur. Je le cite, « Il doit surtout être le protecteur de cette multitude d'hommes qui n'ont point d'orateur pour exprimer leurs plaintes, dont il faut étudier les souffrances parce que leur voix ne s'élève que dans la détresse, qui ne voient que le moment et qu'on ne peut servir que par prévoyance, qu'il est impossible de rendre jamais assez heureux pour en être aperçu, ni pour jouir de leur reconnaissance, mais qu'il est si doux de défendre contre l'oppression et le malheur, sans éclat et sans récompense. » L'anonymat devient ici lui-même une stratégie. Qui mieux qu'un orateur inconnu pour porter la voix du plus grand nombre, de ceux que l'on n'entend jamais et à qui pourtant la politique économique des grains doit profiter, car leur vie entière en dépend. Le texte prend alors l'allure d'un véritable discours politique, comme sur une tribune, en créant un dialogue, soit avec des interlocuteurs imaginaires, mais dont le texte fait véritablement entendre la voix, soit avec la société elle-même, qui assure le parfait administrateur des finances, qu'elle le préfère à une loi trop rigide et rétive aux circonstances. À plusieurs reprises, l'auteur affronte des objections qu'il se formule à lui-même ou qui viennent d'une voix non clairement identifiée, mais qui est sans doute celle de l'opinion publique. Le débat peut véritablement avoir lieu entre cette voix qui représente un état de la société et Jacques Necker. Le texte s'achève sur un appel à ceux qui gouvernent par un jeu qui, alors, se dévoile. Il s'agit d'un administrateur sage dont la véhémence dans le ton, en faveur des plus pauvres, n'est pas néanmoins en opposition avec la modération, vertu cardinale, et je cite le texte de Necker, « Je les ai cherchées, ces vérités, sans humeur et sans crainte, mais je n'ose faire hommage que de mes efforts. Il en est une cependant dont je crois être sûr, c'est que la modération est la condition essentielle de toute administration sage et de toute législation durable en matière de subsistance. Je ne sais si cette modération peut réussir de même en matière d'opinion. Ce que le sentiment nous a fait haïr, notre esprit le proscrit. Et en suivant les traces de la vérité, sans l'outrepasser, en se conformant à sa route onduleuse, souvent on ne plaît à personne. Il faut de l'excès pour entraîner, il faut un panache blanc pour se faire suivre. Les hommes aiment à classer toutes les opinions sous un mot de ralliement, et c'est ce mot qui les attache ou qui les éloigne. Mais peut-on aimer la vérité et se prêter à tant de politique? De tous les sacrifices de sa pensée, le plus lâche sans doute est celui que l'on fait à la faveur publique, puisqu'il est toujours en danger. Si, sur la législation et le commerce des grains, contient bien des passages où l'orateur prend le pas sur l'économiste, il s'agit toujours de moments de défense du plus grand nombre. Mais le texte s'achève bien sur les interrogations de l'administrateur sage, sur la capacité de la raison à entraîner et à provoquer l'adhésion. Son texte serait alors lui-même l'image parfaite d'une éloquence juste, car parvenant à mêler indignation morale et démonstration de la raison. Dans le silence de la sphère politique de l'absolutisme, la parole sage peut se faire entendre. Bien différente sera la situation du ministre Necker,
dans ses rapports avec l'Assemblée constituante. Lorsque l'on considère les discours et les mémoires de Necker entre le 7 août 1789 et le 3 septembre 1790, deux tonalités majeures se dégagent. La première est faite de précautions oratoires pour assurer le plein respect du ministre envers l'Assemblée, tandis que la seconde n'est pas exempte d'une certaine raillerie, voire d'invective. Cette répartition peut s'expliquer par le support même des textes. Les discours lus directement à la tribune contiennent nombre d'assurances du respect du ministre, tandis que les mémoires font bien plus de place au sarcasme neckérien. Un exemple de cette verve de l'ironie, souligné par Auguste de Staël dans la notice qu'il consacre à son grand-père, se trouve sans doute dans les observations sur un discours de l'abbé Maury, dans lequel Necker écrit « Voilà ce que j'écris rapidement après la lecture d'une motion dont le public a paru s'occuper. Et il me vient encore en pensée que souvent peut-être on demande un plan général pour avoir moins d'application à donner aux affaires. Car si l'on avait fixé son attention sur la marche que j'ai suivie, on présenterait au moins son vœu d'une manière plus précise. Mais quelquefois, sans se l'avouer, on est fâché contre soi-même de ne pouvoir pas retenir à sa volonté les matières de finance, et au lieu de s'obstiner à les entendre, on demande sous le nom de plan général un système hardi qui, au moment même de sa conception, paraissent aplanir les difficultés du présent et de l'avenir. Mais la nature des choses est trop indocile pour se prêter à ce vœu d'une manière effective. À la raillerie de Necker se joignent des appels à la morale, qui se font de plus en plus pathétiques au fil du temps, au fur et à mesure où se fait jour l'échec du vertueux ministre. Lors de son discours du 24 septembre 1789, Necker en appelle ainsi à la responsabilité des députés, en soulignant la gravité de la situation, avant de prononcer un double éloge de l'Assemblée et de lui-même. « Pardonnez, messieurs, si je vous parle ainsi. Il n'en est rien sans doute de si imposant que le respect dû à une Assemblée telle que la vôtre. Mais il y a peut-être quelque chose de plus grand encore, c'est l'indépendance et la dignité d'un seul homme, animé par la seule idée de ses devoirs. C'est l'indépendance et et fièrement soutenu par la pureté de ses intentions et l'approbation de sa conscience. Vous ne vous blesserez point d'un pareil sentiment, puisque chacun de vous, messieurs, peut également y prétendre. La parade est habile, puisque, en assurant l'Assemblée de son respect, Necker se présente comme un homme moral qui sera nécessairement compris par les membres de la Constituante, puisque eux-mêmes seraient des individus vertueux. La tonalité sera tout autre dans le dernier rapport de septembre 1790, consacré à la liquidation de la dette publique, où Necker avertit les députés en les mettant en garde d'éviter de faire de la morale, ce qu'il nomme ce ciment si précieux de l'ordre public, un jouet de tous les discours qu'on adresse au peuple. La morale, selon Necker, n'est plus ce qui peut guider les membres de la Constituante, elle est devenue un simple objet de discours, un ressort politique que certains n'hésitent pas à exploiter pour tromper le plus grand nombre. Outre ces moments d'invective et d'appel à la morale, la parole neckerienne adressée à l'Assemblée est surtout marquée par l'impuissance. Dans son discours du 6 mars 1790, il souligne en effet sa solitude et la distance qui le sépare de l'Assemblée, puisqu'il ne peut adresser que, je le cite, « quelques mémoires dont le sujet et les réflexions peuvent s'échapper si aisément des souvenirs des députés ». Plus encore, les discours et mémoires dessinent le portrait d'un homme accablé sous le poids de sa tâche et qui évoque à de nombreuses reprises une maladie qui l'a tenu éloigné des affaires ou le forcera bientôt à devoir aller aux eaux. Le corps de Necker est ainsi rendu présent, mais c'est un corps souffrant, usé par l'action ministérielle et dont la voix ne sera pas parvenue à se faire entendre. À cette usure physique, à cette parole impuissante, va succéder la verve de celui qui, à distance de Paris, va prendre part de manière médiate au débat public. La parole de Necker va redevenir une voix forte qui se fait véritablement éloquente. La tribune du livre va lui redonner toute sa vigueur. Car la parole est devenue un moyen éminemment politique, et les deux ouvrages que Necker publie en 1791 et 1792, à savoir de l'administration de M. Necker par lui-même et du pouvoir exécutif dans les grands États, témoignent de la conscience aiguë de l'ancien ministre du bouleversement linguistique induit par la libération et la prolifération de la parole publique.
de l'administration de M. Necker par lui-même regrette ainsi le manque de force de, je le cite, l'éloquence de la vertu, manque de force morale pour s'imposer, mais aussi défaut d'une voix qu'il aurait fallu plus sonore. Du pouvoir exécutif dans les grands États établit plus explicitement encore le lien entre nouvelle politique et éloquence nouvelle. Je le cite, « On dirait que des siècles nous ont séparés de l'âge poli de la France. Et je trouve dans la nouvelle éloquence beaucoup d'analogies avec la nouvelle politique. Elle manque effectivement de mesure et de convenance. La liberté n'y est point réglée, les bienséances n'y sont point observées, la force n'y est point à sa place. Son enthousiasme est apprêté, son hardiesse est toute de tête. Elle est agitée sans action, emphatique sans élévation, didactique sans clarté, monotone sans unité. Et, bizarre enfin dans tous ses détails, elle est niaise dans son ensemble. » Nul doute que Necker, par cette longue période, fait la démonstration de ce langage équilibré et articulé qu'il défend en contraste, par effet de contraste. À noter également que la nouvelle éloquence, selon Necker, se définit principalement par son manque de qualité, alors qu'elle aurait pu être la naissance d'une nouvelle langue, véritablement politique, elle n'est que destruction des anciens modèles, sans que rien ne vienne combler ce vide laissé. Comme exemple de ce changement survenu dans les codes linguistiques et moraux, Necker revient sur sa propre expérience d'orateur à l'Assemblée. Mais ce récit, qui figure dans De l'administration de M. Necker par lui-même, n'a pas vocation à dessiner le portrait d'un orateur qui subjuguerait toute l'Assemblée par la force de sa parole. Necker se sert bien plutôt de cet épisode pour souligner combien la sensibilité était bannie dans les rangs de la Constituante. Je ne sais dans lequel de mes discours à l'Assemblée nationale ma voix se ressentit à un moment de l'oppression de mon âme. « Ah, il est sensible, dit alors un des députés, les plus marquants de son parti. Il n'est point homme d'État. » Quel axiome en le considérant d'une manière générale. La véhémence neckerienne a également changé de cible. Il ne s'agit plus ici, comme au temps de sur la législation et le commerce des grains, de défendre le peuple en se faisant le porte-voix. Le lien entre Necker et l'opinion publique s'est rompu. L'ouverture de Sur l'administration de M. Necker par lui-même est ainsi le constat amer de celui qui se présente lui-même comme, je cite, « la victime malheureuse d'une suite d'injustices dont les annales de l'histoire ne présentent que peu d'exemples. » Je le cite à nouveau. « Enfin, je ne sais trop pourquoi l'opinion publique n'est plus à mes yeux ce qu'elle était. Le respect que je lui ai religieusement rendu, ce respect s'est affaibli quand je l'ai vue soumise aux artifices des méchants, quand je l'ai vue trembler devant les mêmes hommes qu'autrefois elle eût fait paraître à son tribunal, pour les vouer à la honte et les marquer du sceau de la réprobation. » Fin de citation. Puisque l'opinion publique n'est plus la même et que le peuple lui-même ne reconnaît plus son ancien bienfaiteur, l'éloquence de Necker prendra alors pour sujet sa propre défense. Le destinataire désigné par Necker change lui aussi. Du pouvoir exécutif dans les grands États, on appelle ainsi à l'écoute attentive des étrangers, puisque, je cite Necker, les Français ne seront pas en état d'entendre la vérité qu'au moment où ils commenceront à sortir de l'esclavage dans lequel ils sont tenus par leurs écrivains polémiques. Necker poursuit alors par le rappel nostalgique des paroles qu'il pouvait tenir 8 ans auparavant lorsqu'il adressait son ouvrage sur l'administration des finances à ce qui était alors une nation généreuse. Comment donc faire parvenir à entendre sa voix à une époque où, je cite Necker, le bruit des passions a envahi le champ politique. Même de loin, il faut établir une stratégie qui puisse faire parvenir la voix de l'exilé de Copé. Puisque la modération et la rhétorique de Racine et de Fénelon, modèle choisi par Necker, ne peuvent plus être que les objets d'une méditation nostalgique, il convient, comme l'explique l'ouvrage de 1791, de se saisir des armes des adversaires. Pour répondre aux injustices de la voie publique et de la voie politique de l'Assemblée, Necker doit se résoudre à abandonner le langage d'avant. Il l'explique lui-même. En attendant, c'est à leur manière et avec les armes dont ils ont fait choix que je consens à combattre et que j'entreprends de résister à leur altière domination. Ainsi, rabaissant l'homme d'État à la fonction de controversiste,
je continuerai de répondre à tous les arguments et à toutes les objections de nos rhéteurs politiques. Donc on perçoit bien dans ces quelques lignes à la fois la reconnaissance de la nécessité d'adopter une nouvelle langue et en même temps une certaine réticence à devoir justement saisir ce langage nouveau. Les armes de Necker seront donc principalement l'interpellation des législateurs et, comme dans les mémoires adressées durant le ministère entre août 1789 et septembre 1790, la raillerie du pouvoir exécutif dans les grands États contient ainsi une violente diatribe contre les législateurs, en raillant le paradoxe qui les enserre, eux qui souhaitaient la liberté et se soumettent au désir d'un peuple devenu maître de ses représentants. Necker les interpelle ainsi dans une longue période où la colère ironique se fait largement sentir. Allez, avec vos adulations populaires, allez plier les genoux devant ceux qui dédaigneront bientôt vos basses caresses. Allez obéir aveuglement aux caprices de la multitude. Vous nous direz si son joug est commode et son empire léger. Vous nous direz surtout si vous avez été libre en lui donnant un gouvernement qui ne la gouverne point. Si vous avez été libre en éteignant pour lui plaire les signaux allumés par la sagesse et par la science. Si vous avez été libre en renonçant si souvent à vos sentiments intimes et en formant le projet téméraire de soumettre et la génération présente et les temps à venir à des lois dictées par les passions du moment et par des violences éphémères. L'anaphore installe très clairement un partage entre un vous ridiculisé et un nous qui apparaît, par effet de contraste, comme étant véritablement libre. Libre notamment de pouvoir tout dire sans chercher à plaire à quiconque. Malgré ces attaques vigoureuses, il faut noter, à l'honneur de Necker, qu'aucune ne se fait ad hominem. De l'administration de M. Necker par lui-même est bien plus une défense de l'auteur, à l'image des mémoires judiciaires d'ailleurs de l'Ancien Régime, qu'un règlement de compte qui prendrait à partie tel ou tel député de l'Assemblée. Ainsi, l'idéal de modération, même s'il n'est pas formulé explicitement par Necker, semble demeurer malgré tout un cadre de l'écriture du ministre déchu. L'écriture apparaît alors comme un remède à l'aigreur et à la colère qui auraient pu l'emporter, comme il le reconnaît lui-même. Il me semblait, en commençant cet ouvrage, que je le remplirais de mes reproches et que je les adresserais à la nation entière, mais en me ressouvenant des services que je lui ai rendus, je me suis rappelé de même les marques honorables de bienveillance que j'avais reçues d'elle en d'autres temps, et comme le prophète, après être venu sur la montagne pour maudire, je ne voulais y rester que pour bénir. À l'image de l'ancien ministre donc touché par l'ingratitude des députés, à l'image du controversiste pris dans les raies d'un combat qu'il ne voulait pas, succède celle de la victime sacrificielle qui accepte de pardonner à ceux qui l'ont offensé. La parole de Necker, bien qu'écrite, et donc a priori dénuée de toute capacité à agir directement sur le réel, se révèle bien plus efficace que celle de l'Assemblée, qui, elle, a cru pouvoir posséder le pouvoir de Moïse, autre figure de prophète présente dans de l'administration de M. Necker par lui-même. L'écriture de Necker est parvenue à le métamorphoser en l'apaisant, alors que les députés qui se sont pris pour Moïse ne peuvent que constater l'impuissance d'une parole qu'ils croyaient justement toute puissante et donc agissante sur autrui. Necker prend alors un certain plaisir, il ne faut pas en douter, à sermonner les députés. En attendant, souvenez-vous qu'il ne fallut pas moins que l'autorité de Moïse, les superbes fruits rapportés de la terre promise, pour déterminer les Israélites à quitter leur pays. Mais ces fruits, vous ne les montrez pas encore, et la voix sainte d'un prophète, on ne peut la reconnaître à vos cris de haine et de proscription, les seuls qui se font entendre à longue distance. Sous-entendu, moi qui est parvenu à ne pas céder à la haine, je suis à l'égal de ces prophètes et ma voix portera autant que vos cris à longue distance. Faut-il donc abandonner toute modération, tout amour de la morale pour tenter de faire parvenir sa voix à un peuple trompé, à une opinion publique détruite? La position de Necker apparaît assez ambivalente dans les deux ouvrages des années 1791-1792. Si l'auteur du pouvoir exécutif dans les grands États semble
souvent plus apaisé que dans le véritable plaidoyer pro domo que constitue de l'administration de M. Necker par lui-même, le texte contient néanmoins plusieurs interpellations vigoureuses de l'Assemblée. Mais, dans le même temps, Necker ne peut se départir d'une certaine moralité et d'une sensibilité qui fait de lui un controversiste sentimental. Se dessine alors une autre modalité de la parole neckerienne, celle de l'appel non plus aux gouvernants, mais à ceux qu'il appelle les âmes douces. Il ne s'agit plus de condamner, mais de réconforter. Cela passe nécessairement par l'abandon des députés, dont il faut se détourner pour s'adresser à un autre public, puisque, dans la perspective de Necker, les deux groupes sont par nature irréconciliables. Il écrit ainsi « Ah, laissez-moi, je vous crains plus que tous les tigres de la terre. Mon âme veut se nourrir d'autres pensées, elle veut chercher sans vous une autre perspective. Je ne veux pas vous quitter, âme douce et craintive, je ne veux pas vous quitter au milieu de ces tristes réflexions, et je vais vous ramener à des idées plus consolantes en fixant votre attention sur l'un des plus anciens usages de cette nation morale et sensée que je suis si souvent obligée de présenter en exemple. » Ainsi, l'éloquence de Necker ne peut prendre sa pleine ampleur que dans le cadre de l'ouvrage écrit. Cette éloquence est avant tout exposition d'un moi sensible et moral, et se pose alors la question de l'expression de ces qualités. Du pouvoir exécutif dans les grands États ne dit pas autre chose. Rien n'est moins terne que la sagesse, rien n'est moins apparent qu'une moralité parfaite, et ces deux qualités, cependant, sont essentiellement nécessaires au gouvernement des affaires publiques. Une nouvelle éloquence serait alors à inventer, qui réussirait à entraîner sans tomber dans les excès du langage des passions, qui arriverait à convaincre avec, grâce et malgré la modération. Je vous remercie.